On va attaquer maintenant la fabrication de cette musique, de sa composition jusqu'à sa réalisation. Dans un film, il y aura plusieurs catégories, plusieurs familles de musique. Alors bien sûr, il va y avoir la musique originale, celle composée spécialement pour le film, le plus souvent composée à l'image. Mais il y aura aussi des chansons synchronisées. Alors ça peut être un choix délibéré de la part du réalisateur de vouloir évoquer à travers les personnages et à travers une chanson qui leur est associée un sentiment. Il y aura bien sûr l'inévitable chanson en anglais au générique de fin d'une fiction française. Et puis, il pourra aussi y avoir de la musique extraite de catalogues de librairies musicales. Ça peut être très pratique, puisqu'on peut avoir une musique de genre, qui n'est pas la musique que composerait le réalisateur pour le score du film, ou on peut habiller une situation, ou avoir un choix énorme dans des musiques qui elles-mêmes auront été composées par des compositeurs, qui devront aussi concevoir la musique telle qu'ils imaginent l'utilisation et non plus se mettre directement dans une image. On aura aussi des programmes exclusivement composés de musique extraite de librairies musicales. Alors avant d'aborder la fabrication de la musique, je vous propose d'écouter quelques compositeurs qui vont vous parler de leur métier et de la manière dont ils envisagent son avenir. C'est de plus en plus de musique achetée parce que les grands groupes de producteurs et éditeurs se sont structurés pour vendre des musiques. Le fisc me dira vous êtes trésorier de l'État. À partir du moment où inéluctablement, comme disait Offenbach, cette histoire est larvée, nous n'en sortirons pas vivants, je veux dire que à partir de là, amusons-nous, quoi. Amusons-nous, jouissons de la vie. On nous a donné ce truc-là, on ne sait pas pourquoi. Eh ben, je veux dire, il faut tout faire pour être heureux ensemble. Il n'est rien de plus intelligent que d'organiser ensemble le bonheur de tous. Peut-être que je suis coloriste. J'aime bien. Pour les arrangements, par exemple, j'ai toujours adoré ce terme. Je trouve que mettre en couleur les choses, ça c'est intéressant. Mais j'aime tellement le noir et blanc. Alors, tu vois, je suis toujours le cul entre deux chaises. Il y a certaines batailles qu'il ne faut pas qu'on perde. Si on les perd, ces batailles-là, on est en très grave danger. Et c'est pour ça que le combat sur le droit d'auteur, le combat sur la gestion collective, il est fondamental. Je vois l'avenir du métier assez bouleversé. D'abord, on s'aperçoit qu'il y a des compositeurs qui ne savent même pas ce que c'est que le droit d'auteur. Voilà, le droit est quelque chose quelque chose qui va devenir fondamental, je pense, dans l'avenir. La gestion des catalogues va être fondamentale dans l'avenir. Il doit y avoir un compositeur à la base, il me semble. Ce n'est pas l'évolution actuelle et c'est un enjeu, mais je ne connais pas l'avenir. Je pense que l'avenir de la musique est plutôt parti vers l'audiovisuel qu'ailleurs. On devient des artistes producteurs, on est tous équipés de studios, c'est nous qui finançons nos studios. En point de vue création, c'est beaucoup mieux parce que d'un seul coup, ça ouvre justement un panel de création et de créativité, mais c'est énorme parce que tout est possible. À partir du moment où on prend en main l'outil, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, je le vois comme quelque chose de nécessaire. Et que la musique originale, il y en aura de moins en moins parce que c'est tellement pratique pour les monteurs, les réalisateurs de pouvoir caler n'importe quel bout de musique qu'ils peuvent trouver très facilement sur Internet. Et en plus de ça, ils n'ont même pas à se farcir un compositeur. Ils sont tranquilles, quoi. L'outil de la MAO bouleverse pas mal de choses. On peut s'inventer compositeur, alors qu'il y a 20 ans, on n'avait rien pour espérer l'être. Je pense que c'est à chacun de nous, chaque compositeur, de convaincre un producteur de bien financer une musique. Chacun à son niveau doit se battre pour essayer d'aller vers la qualité. Merci, chers compositeurs. Donc, nous ont rejoint sur le plateau quelques compositeurs. Nicolas Jorel, Stéphane Joly, Oasis Diop. Alors, messieurs, la première partie de cette musique, pour démarrer le projet, Nicolas, comment on est contacté pour un projet ? Qui te contacte ? Le producteur, le réalisateur ? Tu fais du démarchage, du porte-à-porte dans toutes les productions ? Oui, c'est comment on arrive à rentrer un petit peu dans ce métier, surtout. C'est l'idée. Un peu la question. D'abord, je vous remercie beaucoup d'être là. C'est très touchant de voir autant de personnes qui s'intéressent à nos métiers. Et
bon, alors c'est assez compliqué. Moi, je vais prendre mon exemple, bien sûr. Moi, je viens d'une famille de musiciens, mais qui n'était pas professionnels dans la musique. Donc, je suis parti complètement vierge dans ce métier, sans connaître personne. C'est très long. On se retrouve avec ces petites musiques, on essaie de les faire écouter, c'est compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, en 30 ans, j'ai dû envoyer une centaine de lettres avec le désir de vouloir travailler avec des gens. J'ai eu 3 réponses. Vous voyez. Donc Polanski... C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais des réponses de... Bon, Lecomte, Polanski, voilà, c'était pas des petites réponses. Mais j'en ai eu que 3. Donc, et j'ai jamais réussi à travailler en envoyant ma musique. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui était établi. En tout cas, c'est ma réalité. Ce qui m'a apporté la possibilité de travailler et de rencontrer des réalisateurs, c'est essentiellement, alors les projections oui, mais les festivals ont énormément apporté dans la rencontre que j'ai pu faire avec certains réalisateurs et tout. Et je voulais insister parce que ça fait une dizaine d'années que les compositeurs de musique de film sont inscrits, je parle pour les festivals audiovisuels, dans les jurys. Ils sont enfin intégrés dans les jurys. Il y en a toujours un, notamment à La Rochelle, à Luchon. On doit ça au travail exceptionnel de l'UCMF depuis maintenant plus de 10 ans, mais aussi à l'action culturelle de la SACEM, qui accompagne et étant partenaire de festivals, a réussi à petit faire comprendre au festival que le métier de compositeur de musique faisait partie intégrante des métiers de l'audiovisuel. Bon, alors le cheminement est très long, mais je voulais vraiment souligner ça. C'est que on est tous ensemble. La SACEM apporte un soutien très fort et arrive à gagner des batailles, comme nous, on arrive à le faire aussi au niveau du CMF aujourd'hui. Et ça, ce sont des choses qui sont essentielles. Et dans le cadre des festivals, en effet, on rencontre à la fois des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs. On finit par... moi, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de films en sélection, donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Les gens ont pu entendre mon travail, et c'est par ces biais-là, essentiellement, que j'ai réussi à tisser des liens avec des réalisateurs et à progresser et à me faire connaître et à faire que, donc, qui m'appellent les réalisateurs, essentiellement. Alors justement, ça démarre comment? Qu'est-ce qu'on te donne comme élément pour démarrer? Ah bah, pour démarrer, généralement on boit un verre. Un chèque. Et en buvant ce verre, au bout du 4e, il me dit: est-ce que tu veux faire la musique de mon film? Alors je dis: écoute, t'as combien? Je vais réfléchir. Bon, non, je plaisante. Généralement, le processus est simple. Le réalisateur fait part de son envie, en parle au producteur. Et avec l'accord du producteur, je rentre après en contact, une fois que j'ai dit que, bien sûr, j'étais content, je rentre en contact avec le producteur, après avoir connu, bien sûr, le scénario et le film, de quoi on parle. Voilà. D'accord. Stéphane, toi qui travailles un petit peu dans la musique de réclame, notamment, oui. Comment ça se passe? Donc on parle souvent d'un brief pour la musique. Donc là, la manière d'aborder la musique est complètement différente, puisque tu dois coller à des exigences. Absolument. Alors, il y a un phénomène dont on n'a pas parlé là, actuellement, mais énormément de monteurs se servent de musique de référence énormément de monteurs se servent de musique de référence pour monter leurs images. Donc ils utilisent une musique existante, ce qui fait qu'en général on reçoit une image avec une musique déjà présente dessus. Ce qui nous donne des contraintes de tempo, des contraintes d'ambiance et aussi un petit problème avec les commanditeurs, les prescripteurs finaux, puisque eux ont souvent entendu le film de pub avec une musique déjà existante, et ici ils s'y sont forcément attachés, d'autant plus que parfois cette musique est extrêmement connue, à la mode, et donc ça crée une problématique qui est assez délicate à gérer. Donc on s'en sort pas, ça dépend des fois. C'est aussi une des raisons pour lesquelles de plus en plus de publicitaires achètent désormais des musiques toutes faites. Il y a deux raisons. D'une part, les images ont été montées dessus. D'autre part, il y a quelque chose qu'on retrouve peut-être un peu dans les longs métrages aujourd'hui, c'est que quand on utilise une musique qui est déjà connue, on profite de la notoriété de la musique et on l'associe aux images. Ce qui permet aux publicitaires souvent de monter de sortir des budgets absolument faramineux pour acheter des tubes pour les mettre sur leur publicité.
Ce n'est pas le cas partout, heureusement. Il reste un petit peu de travail de temps en temps pour la publicité radio, pour la publicité télé de certains types de produits. Et donc là, on a un brief qui est souvent inspiré de la musique de... J'ai oublié le terme en anglais. Et, ils ont un mot spécial pour désigner cette musique. Ah bah les Anglais ont des mots spéciaux pour désigner tout. Souvent, oui, souvent. Le temp score, le score temporaire. Template. Temp score. Temporary. Ouais. Temporary score, voilà. Et ça donne des exemples où même les compositeurs américains d'ailleurs sont amenés à faire ça. Ils ont les mêmes problématiques parce que ça arrive de plus en plus souvent. Il y a eu un truc qui a circulé sur Internet, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais où justement il montrait que des compositeurs extrêmement connus s'imitaient entre eux parce que manifestement le réalisateur avait demandé sur telle séquence d'action la même musique que dans telle séquence d'action d'un autre blockbuster. Et donc les musiques se suivent et se ressemblent terriblement. Ça fait un peu pitié quand on pense justement au Morricone ou au génie des compositeurs d'origine. Bon, enfin voilà, c'était un petit discours plus sur le temp score que sur le... Mais voilà, la problématique des musiques de publicité est un peu différente. Et aujourd'hui, elle est beaucoup parasitée par les musiques notoires, par les musiques connues. Et ce qui reste les musiques de publicité sont beaucoup cherchées ailleurs. Il y a de moins en moins de demandes de musique originale en publicité. Oasis, au cinéma. Donc, toi, Oasis, tu as deux carrières parallèles. Tu as ta carrière d'artiste, avec des albums, de chansons, et tu as ta carrière de compositeur de musique pour le cinéma, et essentiellement du cinéma africain. Alors, sur le format de la musique dans le cinéma africain, où on sait que les temps sont parfois un petit peu plus longs, comment tu abordes cette question de la musique ? Oui, il y a la question de la temporalité, effectivement, parce que l'Afrique, pour ceux qui ont eu l'occasion de connaître ce continent, c'est un continent assez vaste, c'est un continent très lancinant, très nonchalant, etc. Et les Africains eux-mêmes ont l'habitude de faire des films qui sont très longs. Avec des séquences qui sont vraiment à l'image de la réalité africaine, c'est-à-dire ce temps cyclique qui tourne en réalité en boucle, ce qui fait qu'en fait c'est une autre temporalité parce que c'est pas la même notion du temps, etc. Donc ça se projette évidemment, et le musicien qu'on est peut avoir à un moment donné beaucoup de lassitude à essayer de suivre quelque chose, mais en même temps, c'est une culture, l'Afrique. Je dirais que ce qui est fascinant en Afrique, c'est que déjà, quand on a une musique de film africain à faire, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sons dans un film africain. Mais l'Afrique est comme ça. C'est pas un continent silencieux. Quand on cherche le silence, il faut pas aller en Afrique. Je pense même qu'on pourrait faire des musiques de films en Afrique sans musique, parce que tellement il y a des bébés, il y a des moutons qui bêlent, il y a des autobus qui passent, des gens qui discutent. Donc c'est extraordinaire, mais en même temps c'est la réalité. Et donc moi j'essaie toujours en fait de travailler avec les réalisateurs pour essayer d'élaguer un tout petit peu pour que la musique puisse avoir de l'existence. Et pour revenir un peu à la musique de film, c'est vrai que c'est un travail intéressant dans la mesure où aussi le scénario, le dialogue et la raison, évidemment la musique devient l'émotion. Donc qu'est-ce qu'on nous demande dans un travail, c'est de jouer le rôle de l'émotion. Donc évidemment c'est là où, avec les exemples que mademoiselle nous a montrés, qu'on peut passer à côté ou alors. Mais la difficulté, en fait, on n'en parle jamais. Moi je pense que j'ai toujours personnellement un problème avec les réalisateurs, parce que quand on va voir un musicien pour faire une musique de film, en réalité on lui demande son regard par rapport à une histoire donnée. Mais la difficulté, c'est le réalisateur qui entend autre chose. Et là, le musicien a beaucoup de difficultés. Moi, je sais que j'ai souvent eu beaucoup de frustration dans la musique de cinéma, parce que, à cause des réalisateurs
qui entendent quelque chose. Et or, quand on vient voir un musicien, c'est quand même pour lui demander, lui, en tant que musicien, qu'est-ce qu'il entend. Là, ce serait un peu plus juste. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'était parfait, c'était absolument parfait. Alors Nicolas, justement, ça pose une vraie question. Donc une fois que cette musique commence un petit peu à se fabriquer, à se composer, il va bien falloir la faire écouter, ou en tout cas avant dialoguer avec le réalisateur sur les choix esthétiques de la musique. Est-ce que là, tu as carte blanche? Est-ce que c'est une figure imposée? Est-ce que tu dois coller parfaitement à l'image? Ou est-ce que tu peux faire des propositions? C'est beaucoup de questions. Hein. Oui, il y a plusieurs demandes. Moi, il arrive assez souvent que les réalisateurs me demandent de lire le scénario, et avant même le tournage, me demandent de faire un jet musical. Voilà, une sorte de morceau de 3 à 5 minutes, dans lequel je détermine déjà l'orchestration par rapport au scénario que j'ai lu. Et j'ai comme ça une première intention. Et généralement le réalisateur part avec et l'écoute pendant le tournage. Enfin, ça l'aide. Voilà, c'est dans un processus de création. Généralement, il n'y a pas trop d'indications, si ce n'est, par exemple, là je suis en train de travailler sur une fiction qui se passe à Verdun, et il se trouve que dans la fiction, l'un des acteurs principaux est un virtuose, un violoncelliste virtuose, il doit jouer le concerto numéro 1 de Saint-Saëns. Et donc là, il y a des aspects techniques à gérer très en amont. On a trouvé un comédien qui n'a pas le son d'un virtuose, mais qui par contre peut faire la gestuelle. Donc on a enregistré un playback. Moi, j'ai fait un travail de coaching dessus. Vous voyez, donc ça, c'est au-delà du travail de compositeur habituel. Mais c'était assez passionnant. Je suis allé sur tournage il y a 10 jours pour justement, en envoyant le playback, m'assurer qu'on n'allait pas se retrouver après au montage avec quelqu'un qui n'était pas en synchronisme, parce que c'est quand même sur une œuvre, on ne peut pas couper, voilà, donc c'est assez... Bon, il y a tous ces aspects techniques à gérer. Après, une fois que le film, généralement, on compose la musique sur un premier ours du film. Un ours, un ours, c'est-à-dire que c'est un montage. Le monteur fait un montage qui est scrupuleusement suit le scénario, et c'est un bout à bout des rushs qui sont choisis du film. Donc généralement on a un film qui dure bien plus d'1 heure et demie, qui peut durer jusqu'à 2 heures, et qui sera après taillé, rétréci. Et sur cet ours-là, on travaille après à faire une musique qui sera bien sûr retravaillée sur le montage définitif. Tout ça se fait en maquette, bien sûr. C'est une première étape. Le réalisateur peut éventuellement venir voir en cours de travail un petit peu à quoi ça ressemble, savoir si les directions sont bonnes. Et ensuite, c'est ça, je réponds à la question? C'est parfait, c'est absolument parfait. Je suis parti dans mon truc, je suis perdu. Stéphane, justement, comment se passe le moment un petit peu crucial de l'écoute, de l'avant-projet, et comment on gère cette écoute psychologiquement et matériellement? Comme on peut. Non, ça dépend. En général, on a la confiance du réalisateur. En général, donc on a une bonne. On est souvent bien accueillis. Nicolas a raison de parler du choix de l'orchestre aussi, de la couleur. Donc on a quand même un peu précisé les choses avant avec le réalisateur. On sait un petit peu de quoi on parle. J'ai peut-être envie de parler des génériques que j'ai pu faire aussi, qui sont une question tout à fait différente, qui sont aussi de la musique pour l'image. Mais c'est assez intéressant parce que là, justement, on n'a pas de brief. On n'a rien. On est laissé en déshérence par le réalisateur, par la production de l'émission. Et on sait qu'on doit donner une identité. Alors, dans mon cas, bon, ça a été Sacrée Soirée. C'est les génériques de France 2 pour le journal.
ou pour le Cancer 3, et on a des émissions auxquelles on doit donner une identité, et on ne sait absolument, on n'a aucune instruction, on est laissé complètement libre. C'est beaucoup plus amusant que de travailler avec des scores temporaires, parce que là, justement, pour une fois, on se retrouve un peu dans la situation des Morricone ou de l'époque où on avait confiance dans l'identité du compositeur et dans l'originalité du compositeur. Alors, c'est pas tout à fait une confiance absolue, parce que souvent on est en concurrence, c'est des musiques plus courtes, mais au moins on a la satisfaction de remplir une mission, de donner une identité à une émission par le biais du générique et de son image, et ça c'est extrêmement agréable. Dans d'autres cas, j'ai pu faire des musiques de documentaires aussi, ou des choses comme ça, on travaille de façon très liée avec un réalisateur, et dans mon cas j'ai toujours eu d'assez bonnes relations avec eux pour que ça se passe plutôt bien. Alors justement, tu nous parles de concurrence, de mise en compétition. Est-ce que, juste sur ces formats-là, que ce soit la publicité, les génériques ou les habillages de chaîne, est-ce que là, vraiment, c'est d'abord un appel d'offres et il faut essayer de remplir dans les critères et après que le meilleur gagne, ou ça arrive souvent, parce que ça n'arrive pas dans le long métrage, parce que c'est un travail trop important. Il y a 30 minutes, 50 minutes, 45 minutes, 1 heure de musique à écrire, donc on ne peut pas s'amuser à mettre en concurrence pour autant de musique. Mais pour des formats courts, qu'il s'agisse de publicité ou de générique, il arrive extrêmement souvent qu'il y ait des concurrences qui soient organisées, parce que ça peut être intéressant. C'est pas beaucoup de travail, c'est en général d'ailleurs, il y a beaucoup en général c'est demandé à titre gratuit. Ça nous arrive ça m'est arrivé de rappeler aux gens que quand ils vont chez le boucher, ils payent pas la viande après l'avoir mangée, mais ils la payent en général avant. Donc là on fait un travail gratuit, et c'est une espèce de loterie à celui qui gagnera l'appel d'offres. Mais bon, c'est les règles du jeu, et après on a des conditions d'écoute. Parfois on n'est pas là, parfois on est là. Ça peut être assez. Parfois on est en concurrence avec soi-même. C'est souvent une bonne solution. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas présenter une seule musique dans ce genre de cas de figure. Il vaut mieux en présenter 2 au moins, parce que on a le choix entre j'aime pas cette musique ou bien je préfère cette musique-là, ce qui est quand même plus agréable. Ça va faire tout le temps. Si tu es en concurrence. Les 2. On présente toujours. Non, mais on présente les 2 quand tu es en concurrence avec toi-même. Il vaut mieux présenter souvent deux éléments pour cette simple raison logique. Oasis, tu parlais du travail avec le réalisateur, donc au cinéma. Comment ça se passe quand le réalisateur n'est pas mélomane, voire quand le réalisateur n'aime pas la musique en général? Comment il dialogue? C'est extrêmement difficile, parce qu'il arrive qu'on soit, en tout cas moi personnellement, content de ce que j'ai fait, et même subjugué par le travail que j'ai fait, et que tout d'un coup, le jour de l'écoute, on voit un réalisateur qui tape du pied sur le sol. Ça, c'est un mauvais signe. Ça veut dire qu'il est déçu, ou alors il a rêvé de quelque chose qu'il n'entend pas. Quand je parlais des difficultés d'adéquation entre ce qu'un réalisateur peut penser et ce qu'un musicien peut penser, parce que le musicien, il essaie de surfer à travers des lignes. C'est pas lui qui a écrit l'histoire, mais en réalité, c'est lui qui est en face de l'histoire. Et puis en plus, la difficulté, c'est qu'on lui demande de faire la musique d'une histoire qui n'est pas la sienne. Et donc ça devient d'autant plus difficile. Il est obligé de rentrer dans... C'est rien. Je t'en prie. Tu veux parler? Non, pas du tout. Excusez-le et excusez-moi. Et donc voilà, et c'est ça un peu, je pense que Decamps pense que c'est un travail facile, mais il y a beaucoup de frustration, parce qu'à moins vraiment d'avoir un réalisateur avec qui on s'entend très bien, qui n'est jamais surpris, et puis
un réalisateur qu'on connaît, on sait exactement ce qu'il veut et qu'on aille dans ce sens. Mais à partir du moment qu'un réalisateur entend parler de vous, a vu un film et est content de ce que vous avez fait dans ce film, qui viennent vous voir, bah, vous avez tendance un tout petit peu à faire ce que vous sentez vous-même. Et c'est pas très très évident d'être content. Moi, je sais que, d'ailleurs, j'ai travaillé souvent avec Olivier, en tout cas dans son espace de création. Et c'est pas évident et c'est toujours difficile en fait de se satisfaire, de satisfaire un réalisateur. Ça arrive en fait que tous les deux soient satisfaits. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand un réalisateur n'est pas content d'une musique et finalement l'accepte dans son film parce qu'il n'a pas le choix, et plus tard, il viendra vous dire « mais c'est super en fait ce que vous avez fait ». Alex, comment ça va ? Bonjour, je suis absolument confus de tout ce retard. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a quelque chose de terrible dans notre métier, c'est l'habitude et l'association musique-image. Tous les monteurs travaillent avec des musiques temporaires. Comme j'arrive en retard, peut-être que vous avez déjà évoqué ça 1000 fois. Effectivement. Et que Effectivement, sur le retard ou sur le fait que vous ayez déjà évoqué les deux. Ça On m'avait dit 11h30, je pensais être en avance. Oui, non, mais c'est très bien. Escroc un jour, escroc toujours. Et c'est vrai que le fait que le monteur ou le réalisateur se soit habitué à une musique temporaire, en sachant qu'elle est temporaire, mais il se passe un truc dans le cerveau quand vous mettez une musique sur une image, et après vous êtes habitué à une forme d'harmonie ou un calage, où vous avez juste un petit coup de caisse claire, un endroit sur une paupière de quelqu'un et tout, et après, quand vous refaites une musique, alors, et ce qui est terrible et le plus difficile, c'est de faire le deuil de la première musique. Et c'est toujours le plus dur. C'est pas d'apprécier et de juger à sa valeur artistique la nouvelle musique, c'est de faire le deuil de la première qui est difficile, de dire, celle-là, vous ne l'aurez pas, parce que c'est John Williams, parce que c'est un thème qui existe déjà, parce que pour plein de raisons, financières ou artistiques. Et donc il faut se dire, non, celle-là, non. Je voulais juste rajouter quelque chose. Là on parle de notre problématique face à une personne, un réalisateur. Ça peut éventuellement ne pas être simple. Mais imaginez juste, quand vous vous retrouvez sur une publicité, devant le directeur de l'agence, le directeur de la communication de l'annonceur, le patron de l'annonceur, la société de production de l'image, et éventuellement vous avez à présenter une musique devant 6 personnes, donc déjà vous faites pas tellement le malin, vous avez un peu les chaussures qui ont rétréci de 2 pointures, mais en plus de ça, le premier qui dit « je trouve ça pas terrible », va faire basculer l'intégralité de votre public dans le « ouais, il a peut-être raison, c'est pas génial ». Alors ça m'est arrivé une fois que le plus puissant à la table dise « non, je m'en fous, c'est clivant, j'aime bien », et ça a tué les critiques. Mais c'est des moments qui sont un petit peu délicats et c'est difficile de le ramer pour sa propre chapelle. Donc en publicité, c'est assez compliqué aussi sur ce problème de réalisateur. Alors justement, je saisis l'occasion. Alex, avant ton arrivée, on parlait de format court, voire de format extrêmement court. On a évoqué la publicité, mais on peut aussi parler de l'habillage et des identités sonores, qui sont aussi de la musique à l'image, sur des formats très très courts. Je te propose de regarder à quoi ça peut ressembler. Bonjour.
justement, sur ces formats que tu connais bien, Alex. C'est pour mon retard, ces applaudissements, je sais bien. Alors, justement, on parlait de ce moment où on fait écouter la musique. Comment ça se passe quand on doit faire écouter quelque chose qui fait que quelques secondes? Comment on arrive à envelopper cette séance d'écoute? Parce que quand on fait écouter une musique d'1h30, ça va, mais là, sur quelques secondes. C'est toute la problématique. J'ai envie de citer l'excellent Lalo Schifrin avec mon excellente imitation de Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, donc compositeur de Mission Impossible, compositeur aussi sans le savoir de Dim, c'est lui aussi. Donc, Schifrin raconte, donc avec l'accent, il parle français, il est argentin avec un accent extrêmement drôle. Et donc on parlait, il me dit quand j'écris pour le cinéma, j'écris une lettre. Mais quand j'écris pour la télé, j'écris un télégramme. Et en fait, c'est exactement ça. Ça veut dire que c'est la même idée, sauf qu'on enlève les virgules, les compléments d'objet direct, et on va à l'essentiel. Et c'est vrai que dans l'identité sonore, ou dans les habillages télé, comme TF1 ou France 2 ou d'autres chaînes, les jingle pubs, qui sont les éléments identitaires forts, font 5 secondes. Alors, quand vous dites à quelqu'un, ouais, je fais des musiques de 5 secondes, tout le monde fait... oh, c'est fini. Et donc, c'est vrai que le principe de l'écoute... je prends l'exemple de TF1, par exemple, quand on a... Évidemment, tout ça, c'est lié à des compétitions. Tous les projets que vous avez vus là, c'est des compétitions, on fait plein de trucs, parfois on gagne. Comme dirait le philosophe, parfois on gagne, parfois on apprend. Voilà. Et en l'occurrence, là, on a gagné. Mais sur plein d'autres, on a appris. Sur TF1, par exemple, on a réfléchi en termes d'identité sonore. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu avec les petits jingles de 5 secondes, parce que c'est vrai que découvrir pour la première fois une mélodie, si je prends n'importe quelle mélodie de 4 ou 5 notes, et je vous fais... Vous dites, ouais, enfin, pourquoi ça? Pourquoi la dernière, c'est un Fa? Pourquoi ce ne serait pas une autre note? Alors, ce qui est intéressant, c'est deux choses. C'est travailler autour des valeurs, c'est-à-dire d'imaginer que TF1 c'est un annonceur, tout comme la BNP ou Bouygues, et de travailler autour de ces valeurs et de savoir ce qu'on a envie de raconter. Et donc à partir de ça, travailler sur une version plus longue et de raconter une histoire un peu plus longue. Et quand on a la version un peu plus longue, on fait comme César, vous savez, le sculpteur, on réduit. Et en réduisant, on garde uniquement l'ADN qui est intéressante et on se dit voilà, sur la version longue, quand vous gardez vraiment l'essence, vous savez que vous avez passé le truc au mixeur et qu'il reste juste le jus du truc, l'ADN, et l'ADN c'est voilà, ou une petite mélodie dans ce genre-là. Ça répond à ta question. C'est parfait, c'est parfait. Nico, on a évoqué des cas de figure absolument formidables, que sont la discussion avec le réalisateur, où là finalement on est entre créateurs, donc on arrive soit à boire des coups ensemble, soit à se parler, mais dans l'audio, soit les deux. Mais dans l'audiovisuel, c'est rarement le réalisateur qui a le final cut sur le projet, c'est plutôt le producteur. Et là, est-ce que c'est le même type de dialogue ? Alors, sur un unitaire, généralement, on a quand même le réalisateur artistiquement va au bout de sa quête et de son envie. Après, dans le cadre de séries, en effet, des séries en cours, et notamment les saisons qui suivent une première saison, il est évident que le producteur, quand il n'y a pas de showrunner qui s'occupe réellement de la série, le producteur a évidemment son mot et sa ligne de conduite sur l'évolution de la musique, et donc c'est avec le producteur, bien que le réalisateur soit là, mais avec le producteur qu'on détermine le sens des choses. Et c'est aussi le cas avec certaines chaînes de télévision, comme TF1, qui sont très regardants sur la musique et sur le travail qui est proposé par rapport à ça. D'accord. Stéphane, pareil, tu en as parlé tout à l'heure, c'est celui qui a le plus haut grade qui finalement emporte la décision finale, et c'est à lui qu'il faut plaire, ou est-ce qu'on peut discuter ? Non, il faut séduire, on ne peut pas discuter. Mais non, il n'y a pas forcément de discussion. Non, il y a cette problématique de le moindre discours, quand c'est des associations de décideurs, des collectifs de décision, ça peut vite devenir compliqué. Mais bon, en général, on s'en sort. C'est heureusement. Le meilleur exemple que j'ai, c'est une camarade à la SNCF qui me dit vous savez ce que c'est qu'un teckel ? Un teckel, c'est un lévrier, mais dessiné par un comité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout le monde discute et le lévrier finit par faire 20 cm. Mais en fait, c'est très vrai. Une fois qu'elle m'a dit ça, je me dis, en plus, on était en réunion avec pareil 150 personnes qui disent oui, mais plus, moins, machin et tout. Et le problème de la musique, c'est que généralement,
il y a tellement d'adjectifs pour l'image et si peu d'adjectifs connus et partagés dans l'inconscient collectif, ou en tout cas dans notre société, parce qu'on ne met pas le son en avant. Et donc généralement la musique, ça finit par j'aime ou j'aime pas. Sans dire j'aime pas ce côté mineur, ou tu vois, ou ah non, c'est pas assez, j'aime pas. Bon, ok. Non mais c'est vrai, c'est souvent le débrief est souvent, c'est-à-dire qu'en fait, pardon, je veux pas accaparer pardon. Parce que je suis en retard, mais je rattrape la demi-heure. Oui, on voit ça, oui. Non, mais en fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on a un métier de psychologue. En fait. On passe plus de temps à essayer de comprendre le besoin non exprimé, le besoin du compositeur, du réalisateur, du producteur, qui dit ouais, mais non, mais c'est parce que. Et en fait, on a d'abord, je dirais, 60% de travail psychologique et puis après 40% de travail musical. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir un cabinet. Tu vois, allongez-vous, oui, bien sûr, oui. Une enfance malheureuse, bien sûr, oui. Non, mais c'est souvent comme ça. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose ? Dans le cas où on a cette liberté et où on est choisi comme des compositeurs et pas comme des personnes qui sont censées refaire un thème score sans choper un procès. Oui.